je voudrais savoir si Monsieur Schifano est dans la salle. Est-ce que Monsieur Schifano est dans la salle? Bon, donc on ne va pas avoir un trio, on va avoir un duo. Monsieur Yves-François, il est là? Bon, eh bien écoutez, on va donc avoir un duo médico-secouriste. On va continuer dans le médico-secouriste avec le docteur Ergen, qu'on ne présente plus, voilà, qui est le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, à qui d'ailleurs vous pouvez poser la question que vous m'avez posée il y a 1h30 maintenant. Et puis ensuite, Alain Rissetto, qui sur les DPS est absolument nécessaire. Alors, on va traiter de quoi? Eh bien, on va traiter d'une partie aussi là qui est très grise, très pour pas dire sombre, qui est: j'ai une victime, je m'occupe maintenant d'une personne qui est tombée dans les pommes, elle se plaint d'une douleur vague, il faut l'amener jusqu'à l'hôpital. Est-ce que moi, avec mon véhicule qu'on m'a demandé d'avoir, je peux l'emmener à l'hôpital ou pas? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la position aujourd'hui sur ce problème difficile, évacuation et transport sanitaire des victimes dans le cadre du DPS? Alors, qui veut prendre la parole le premier? Alain, on fait ça dans l'ordre alphabétique, on tire au sort. Voilà. Bon, alors, Alain, une fois de plus. Oui, pour une bonne partie de mon intervention, là, du coup, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments, probablement, que j'ai précisés tout à l'heure. C'est effectivement dommage que le représentant de la Fédération des transports sanitaires soit pas là, parce que je pense qu'il aurait mieux valu que ce soit lui qui ouvre le débat. Le problème qui se pose, c'est comme pour le référentiel DPS, doit-il s'appliquer ou pas avec plus de 1500, moins de 1500, etc. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Là, aujourd'hui, vous savez que pour effectuer du transport sanitaire, nous sommes soumis à une loi sur l'aide médicale urgente, sur le décret sur les transports sanitaires, vous me confirmez. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, pour effectuer du transport sanitaire, il faut avoir un agrément ASU. Alors après, à partir de là, se pose un certain nombre de questions. Avoir un agrément ASU, ça veut dire qu'en règle générale, dans les départements, il y a un numerus clausus. Et que si effectivement une association de sécurité civile a cet agrément, ben, ça sous-entend qu'il y aura probablement une société d'ambulance privée qui ne l'aura pas puisqu'il y a un numerus clausus. Vous me confirmerez ça tout à l'heure. Si c'est le cas, en tout cas, notre difficulté, c'est qu'on est souvent taxé de concurrence déloyale puisque nous travaillons, comme vous le savez, avec des bénévoles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'ambiguïté, elle vient aussi du fait que ce qui est l'élément important qui est précisé dans la loi sur l'aide médicale urgente, c'est que toute évacuation doit être précédée par un contact auprès du médecin régulateur du SAMU qui doit décider, ordonner le vecteur d'évacuation. Voilà. Maintenant, dans la pratique, vous êtes confrontés, nous sommes confrontés très souvent à être sur des DPS pour lesquels, effectivement, je ne reviendrai pas sur le référentiel et pour lequel, parfois, après régulation par le centre 15, il doit y avoir l'évacuation d'un patient, enfin d'un blessé, et pour lequel nous pouvons avoir tous, les uns et les autres, un véhicule de premier secours à personne qui pourrait se charger de l'évacuation, bien évidemment, si la composante et le risque sur le DPS sont respectés. Je parle pour notre pratique, la Croix-Rouge française. Dans la moitié des départements, nous sommes tolérés à effectuer ces évacuations. Puisque je parle d'évacuation, je ne parle pas de transport sanitaire. Ce sont bien des évacuations d'urgence de victimes qui font partie, qui ont été prises en compte par une équipe secouriste sur un dispositif prévisionnel de secours, qui ont été régulées par le médecin régulateur du SAMU et qui doivent être acheminées à l'hôpital. Et donc, voilà, en ce qui nous concerne, dans la moitié des départements, nous sommes autorisés à le faire. Dans l'autre moitié, non. Ce que, effectivement, je pense les associations de sécurité civile souhaitent, c'est qu'il y ait une clarification de ce point de manière à obtenir le fait que dans la continuité de la mission sur le cadre des dispositifs prévisionnels de secours, nous puissions, si on en a les moyens, après régulation par le SAMU, assurer les évacuations des victimes. Est-ce qu'il y a dans la salle un ambulancier qui aurait le point de vue de l'ambulancier? Vous êtes ambulancier, monsieur? Pardon? Est-ce qu'il y a un ambulancier? Oui, vous êtes ambulancier, monsieur? Est-ce que ça vous ennuie? Bon, alors, d'improviser, voilà.
sans engagement de votre profession, ni d'engagement solennel. Alors on l'applaudit parce que c'est bien d'avoir d'oser venir, voilà. Pour exprimer le point de vue, asseyez-vous à côté d'Alain Rissetto. Qui vous êtes, monsieur? Présentez-vous, voilà. Alors moi, je suis, tombez la veste. Je suis monsieur You, je suis ambulancier sur la Loire-Atlantique, assistance ambulance plus précisément. Bon, nous, c'est un département un petit peu particulier, hein, puisqu'on travaille en synergie avec les différents acteurs, hein, que ce soit le SDIS, le SAMU et même les associations de secourisme. Alors pour ce qui est des évacuations de patients ou de victimes d'un DPS vers un centre hospitalier, effectivement, sur notre département, les associations n'évacuent pas, puisqu'elles ne bénéficient pas de l'autorisation de mise en circulation d'un agrément, comme vous le disiez, un numerus clausus. Et il n'y a pas de carence à ce niveau-là, notre profession étant relativement bien organisée. On travaille sur la géolocalisation pour le déclenchement des moyens, c'est-à-dire que le véhicule le plus près du lieu d'intervention va être engagé. Donc il n'y a pas nécessité d'évacuation, mais je sais que dans les départements limitrophes, les associations évacuent, quoi. Bon, je pense qu'il faut qu'on travaille en complémentarité, ça ne me pose pas de soucis, absolument pas. Mais nous, effectivement, sur le département, les associations ne bénéficient pas de ce type de choses. Peut-être juste un petit complément, mais peut-être que Patrick, bien évidemment, complétera tout à l'heure. Dire aussi que bien souvent sur les dispositifs prévisionnels de secours, nous y mettons un VPSP. Et nous avons une équipe d'évacuation qui est en sus du ratio d'intervenants secouristes. La difficulté, lorsque dans ce département, les associations ne sont pas habilitées à effectuer le transport, l'acheminement de la victime, ça pose 2-3 soucis. C'est-à-dire qu'on a d'une part une référentiel qui reconnaît à la fois le poste de secours qui peut être sur roulette et puis à la fois le VPSP. C'est difficile d'expliquer à un organisateur qu'on a un véhicule de secours qui est sur le terrain, qu'on a l'effectif pour mettre effectivement une entorse de cheville qui a été conditionnée, et puis de l'amener, d'attendre un vecteur d'évacuation qui va mettre 5, 10, 15 ou 20 minutes en fonction de là où on est en France pour venir chercher la victime qui a déjà été conditionnée. Est-ce que, au plan prévisionnel, hein, monsieur, dans le département 44, est-ce qu'il y a des ambulanciers qui ont été placés dans les DPS en attendant de pouvoir évacuer? Est-ce que c'est arrivé que dans les DPS, on utilise des ambulanciers? Oui, on travaille en complémentarité. On met, ça arrive hein, sur certains postes de secours. Je vois par exemple, on parlait des manifestations tout à l'heure. Sur le stade de la Beaujoire, on travaille en parfaite complémentarité avec l'UNAS, entre autres, et le SAMU et le SDIS. Le véhicule, on a 2 véhicules à tous les matchs, 2 véhicules ambulance privée qui sont positionnés sur le stade de la Beaujoire. Le SAMU fournit la partie médicale, l'UNAS la partie secouriste. Le matériel pour évacuer les joueurs, par exemple, est fourni par les ambulanciers privés, que ce soit les barquettes de relevage ou les planches. On a des protocoles sur les arrêts cardio-respiratoires, etc. Ça fonctionne parfaitement. Mais effectivement, là, je vous rejoins tout à fait. Il faut que les délais, quand il y a un poste de secours, il faut que les délais soient compatibles. Vous êtes prépositionné. Ah oui, à la Beaujoire, nous sommes prédispositionnés sur certains taux de manifestations aussi, quoi. Oui, est-ce que c'est votre cas, monsieur? Est-ce que le micro-baladeur, oui, micro-baladeur. Qui a pris le micro-baladeur? Ça ne se revend pas, hein, ça ne se revend pas, rendez-le. À Montreuil, ça ne coûte rien, un micro-baladeur. Si, il marche. 1, 2. Voilà, là il marche. Oui, on est également prépositionné, mais souvent sous réquisition préfectorale. Et là, on a un gros problème au final, puisque lorsqu'on est sur place, on n'est pas du tout indemnisé, et on est indemnisé qu'en cas de transport. Donc, gros souci, puisque le SAMU nous oblige à être présent, on n'est pas... Donc, un gros souci là-dessus. Pourquoi? Parce que pas clairement défini de textes qui vont nous permettre d'être indemnisés ou pas sur un taux horaire, parce qu'on est transporteur sanitaire, et donc on est payé au kilomètre. Problème de financement. Vous êtes ambulancier, monsieur? La parole est aux ambulanciers, puisque les représentants officiels des ambulanciers n'est pas là. Vous avez la parole. Non, il faut qu'on vous entende. Sinon, en plus, vous nous faites l'honneur de vous lever et de vous présenter. Donc moi, je suis dans le département 10. J'ai passé une convention avec la 2F2S
Et du coup, sur tous les DPS à risque, j'ai une équipe qui est prépositionnée de 8h le matin jusqu'à 20h avec une ASU ou un petit volume en fonction des risques. Et du coup, on est en complémentarité avec le SAMU en systématique. Donc, les secouristes sont imbriqués, les ambulanciers sont imbriqués dans le dispositif DPS, parce que du coup, on les a formés au PSE1 et PSE2. Donc, ils font partie totalement du dispositif en cas de renfort pour aider au brancardage et ainsi de suite. Et du coup, quand on a besoin de paramédicaliser l'évacuation, c'est l'infirmier du dispositif qui part avec l'ASU sur demande du SAMU. Ouais. Sur demande du Voilà. SAMU. Moi, Très bien. Je voudrais On préciser. va laisser la parole aux troisièmes intervenants, quand même, hein, puisqu'on a entendu des associations, on a entendu, c'est vrai, des propos fractionnés. Ce n'est pas votre représentant officiel qui a parlé, mais quand même, vous avez bien situé le problème. On va donner la parole au troisième, c'est les pompiers, dont on parle depuis ce matin. Alors, avant que l'administration, monsieur l'administrateur, reprenne la parole. Merci. Je pourrais répondre en 2 mots si je voulais uniquement me contenter de répondre à la question les associations agréées de sécurité civile doivent-elles évacuer les victimes qu'elles prennent en charge? Vous m'entendez bien? Bon. Et à ce moment-là, je répondrai oui, et puis on s'arrêterait, je m'assoirais. Bon. Mais le dimanche serait moins croustillant. Et je voudrais vous répondre un peu plus largement, parce que si je vous réponds oui, c'est parce que ça correspond à un point de vue que je vais vous exposer, qui est le point de vue des sapeurs-pompiers, en tout cas de la fédération que je représente ici. Et effectivement, ce point de vue peut être sensiblement diverger de ce que vous avez probablement entendu ce matin. Pas totalement, mais en partie. On parle d'associations agréées de sécurité civile, pas d'associations agréées de transport sanitaire ou d'associations agréées de je ne sais quoi d'autre. On parle d'associations agréées de sécurité civile. Hier, dans cette salle, je dis, ne brouillez pas les cartes. On était sur une table ronde sur le bénévolat. Et puis on m'expliquait qu'on allait absolument tout mettre autour du Centre 15 et qu'il fallait vraiment créer une convention avec le Centre 15 parce que si j'étais conventionné par le Centre 15, tout irait mieux. Ce n'est pas la question. Le rôle du Centre 15, la régulation médicale, ça fait 30 ans qu'il est écrit. Il est écrit effectivement dans une loi de 86 qui aujourd'hui est le Code de la santé publique. Ça ne fait pas de discussion. Il n'y a aucune discussion à la question, est-ce que quand je prends en charge une victime, je transmets un bilan au médecin régulateur qui va s'assurer qu'il y a la réponse adaptée. S'il faut un médecin, on va en envoyer un. S'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Et qui va vous dire, la victime, on va lui proposer d'aller ici ou là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le champ dans lequel on va travailler, c'est-à-dire la méthode qu'on va suivre, c'est une méthode pour laquelle il faut être clair. On est dans le champ de la sécurité civile. Désolé de faire un tout petit peu d'abstraction, mais c'est très concret à la fin. On est dans le champ de la police administrative. On est sous la responsabilité d'un préfet. Et ça, je voudrais qu'on ne l'oublie pas trop, parce que sur un DPS, pour transporter une personne ou une autre, ça a l'air tout à fait transparent. Dans la façon dont on organise les choses, dont on conçoit les choses et dont on conçoit le rôle de chacun, je pense que c'est important. Le point de vue de la fédération aujourd'hui, c'est de dire que dès lors que les associations agréées de sécurité civile sont une force de sécurité civile qui doit être prise en compte. Elle doit être prise en compte de la même façon que nous prendrions en compte des sapeurs-pompiers qui effectueraient cette mission, avec la même logique. Quand vous êtes dans un DPS, que vous prenez en charge une victime, que vous avez la possibilité opérationnelle de l'évacuer, ça veut dire que vous avez le véhicule et que vous avez les effectifs qui vous permettent, quand le véhicule est parti, de continuer votre DPS. Ben, il faut que vous puissiez transporter. C'est une anomalie que vous ne puissiez pas le faire. Mais il s'agit de l'évacuation de la victime de la même façon, dans le même cadre juridique que l'évacuation que les sapeurs-pompiers apportent aux victimes ou aux patients. C'est la même chose, pris en charge. Mais je voudrais que les esprits soient clairs. Ici, votre rôle, il est exactement le même que les 3,4 millions d'évacuations qui sont opérées chaque année par les VSAV des sapeurs-pompiers. C'est la même chose.
Alors oui, je souhaite mettre les points sur les i et peut-être les pieds dans le plat, mais je voudrais dire que vous êtes dans un registre qui est celui de la sécurité civile, que ce registre-là, il est articulé avec la régulation médicale, mais il n'en est pas un vecteur équivalent, c'est-à-dire que c'est pas « ah bah tiens, moi je vais prendre un tel, je vais prendre un tel, je vais prendre un tel ». Si dans la prévision, on a décidé qu'un DPS comportait tel ou tel moyen, la question que vous évacuez, elle paraît parfaitement naturelle. Donc, oui à ces évacuations, dans un cadre plus général, qui est le cadre de la sécurité civile. Si on avait voulu être complet, on aurait mis ici un représentant d'un préfet, un préfet ou un représentant d'une préfecture, parce que, je vous rappelle, nous sommes dans le cadre de la police administrative et dans le cadre d'une opération de secours. Alors, on est dans un DPS, donc on n'est pas encore tout à fait dans l'opération de secours, mais la logique poursuivie est celle-ci. C'est important, on n'est pas tout à fait dans le sujet là, mais ça rebondit parce que ça a été dit avec la chaîne des secours, avec qui est le directeur des opérations de secours, qui est le commandant des opérations de secours, et comment s'articule la chaîne dans ce dispositif. L'époque est parfois à la confusion. Je vous invite à garder les esprits clairs. En tout cas, c'est notre position, elle est très ferme. L'opération de secours, c'est de la police administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sous l'autorité du préfet, qu'elle dispose d'un commandant des opérations de secours qui, dans la grande majorité des cas, est un officier de sapeur-pompier, et qu'en dessous de ce commandant des opérations de secours s'articule une chaîne des secours avec d'une part une branche secours médicaux et d'autre part une branche incendie, sauvetage, résolution du sinistre. Et qu'on est toujours dans ce contexte-là. Il ne s'agit pas de s'opposer à d'autres organisations, il s'agit de rappeler que ce cadre-là, qui est de la police administrative, parce qu'assurer un DPS, c'est l'exercice de la police administrative. Ce cadre-là, il intervient avec un DOS, un COS et un dispositif qui est sous l'autorité du COS. Ce n'est pas exactement ce qui peut être observé partout, et pour nous, c'est important. Et je pense que vous aurez des questions, et je préciserai, s'il faut, notre position dans vos questions. Est-ce que les sapeurs-pompiers, ils participent quand même à l'organisation des DPS? Souvent, le problème a été soulevé ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des UDPS qui participent à l'organisation des secours. Et il y avait une question qui a été posée sur la concurrence un peu entre les associations et les sapeurs-pompiers. Sur ce sujet, il ne faut pas éviter les sujets. Est-ce que les VSAV déjà évacuent lorsqu'il y a un DPS? Oui. Alors je vais répondre sur ce point-là de la concurrence, comme ça, on le dit dans le blanc des yeux et les choses sont claires. Quand il a fallu recevoir pour la fédération un agrément pour l'enseignement, il a fallu aussi qu'on ait un agrément pour les autres types d'opérations. Et donc, nous avons sollicité un agrément pour pouvoir effectuer des DPS. Mais ce n'est pas la vocation des unions départementales de sapeurs-pompiers, ce n'est pas la vocation première que de faire des DPS. D'accord ? Ce n'est pas notre premier job. Il y a une dizaine, sur les 100 départements, une dizaine d'unions départementales de sapeurs-pompiers qui font des DPS, et il y en a 3 ou 4 qui en font un chiffre significatif. Alors je ne suis pas venu avec les chiffres ce matin, j'aurais pu, mais vos représentants les ont. Je les ai donnés au général Prière, je les ai donnés à tous vos représentants il y a quelques semaines parce qu'on travaille sur ce point-là et on a été transparent. Et dit voilà, on fait tant de DPS grande envergure, tant de moyenne envergure, tant de petite envergure, etc. C'est marginal. Et quand ça arrive, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'autres offres à côté. Mais ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre filon. D'accord ? Donc c'est très clair. Et quand ça se fait, ça doit se faire. Et ça se fait dans le cadre de l'association, donc Union départementale de pompiers. Et ce ne sont pas les moyens du SDIS, à ce moment-là, c'est les moyens de l'association. Mais ce n'est pas notre finalité. On ne veut pas brouiller les pistes, on n'est pas là pour faire ça. Alors s'il y a des VSAV qui évacuent des victimes dans un DPS, le plus souvent, c'est parce que le DPS n'est pas organisé pour aller jusqu'à l'évacuation et qu'à ce moment-là, on peut solliciter des VSAV, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est des VSAV qui seront sollicités, d'autres endroits où c'est un autre vecteur. Mais je le redis clairement,
c'est pas non plus dans la vocation des secours distribués par les sapeurs-pompiers d'aller faire juste le transport ou l'évacuation d'une personne qui a déjà été prise en charge. On ne peut pas à la fois dire, ce qu'on disait avant-hier, on a une inflation opérationnelle qui est compliquée à gérer, et en même temps aller évacuer des personnes que vous seriez largement capable d'évacuer. Ou que des transporteurs sanitaires pourraient évacuer également, ou transporter là pour le coup, et également. Ce n'est pas notre job. On va le faire parce qu'on doit être là quand il n'y a pas d'autres possibilités, mais notre job c'est de porter secours et d'évacuer les personnes à qui on a porté secours. Notre job, c'est pas d'aller grappiller des transports à droite, à gauche. Voilà une réponse claire pour ceux qui étaient là ce matin. Mais vous vouliez intervenir et je le comprends. Mais Non, mais j'ai préféré que pas de problème. C'était s'expriment jusqu'au bout. pour Voilà. apporter une précision. J'avais sur la réquisition tout à l'heure. Le jeune homme là, a dit oui, on est réquisitionné, gna gna, on est payé que s'il y a. Alors, l'acte de réquisition d'une autorité préfectorale n'engendre pas la gratuité. Hein. Je suis désolé, hein, si on vous réquisitionne, ça suppose un conventionnement, qui plus est dans le cadre d'un grand rassemblement, quand même le sujet d'aujourd'hui, où c'est tout à fait anticipable. Et dans ce cas-là, vous conventionnez et vous faites valoir vos droits. Hein. La réquisition, c'est pas garde à vous quatre, ça engage la responsabilité de la personne qui vous réquisitionne, c'est-à-dire la puissance publique. Mais pour autant, je le répète, ça n'engage pas la gratuité des gens qui viennent. Ça serait trop facile autrement. On réquisitionnerait tout le monde tous les jours. Hein. Donc, revoyez votre modélisation. Ouais, non mais... Vous allez avoir la parole, monsieur, avec micro. Non, mais c'est pour vous que je dis ça. Hein. Là, il y a les usages, il y a les abus. Hein. Après, 2 points, j'entends. Donc là, il y a une organisation départementale, transport sanitaire. Je pense que ça va durer qu'un temps, parce que vous avez compris que les agences régionales de santé sont régionales, et c'est très compliqué quand on reprend mon schéma de ce matin, où je parlais bien de ce que vous avez évoqué, hein, tout ça, cause d'os, on ne remet pas en cause, mais où je dis que dans un plan Orsan, à ma vie, accueil massif de victimes, ça sera régional d'emblée. Donc si on commence à avoir des structurations différentes d'un département à un autre dans la même région, ça va être compliqué. Alors c'est le cas aujourd'hui, mais je pense que dans l'air du temps, ça va probablement chercher à s'harmoniser, très sincèrement s'harmoniser, même fortement, hein, pour qu'au sein d'une même région, on ait la qualité d'avoir la même réponse avec les mêmes moyens, quoi. Que vous soyez dans votre propre structure, je ne remets pas en cause les départements, hein, mais vous voyez bien que la réponse, elle sera supra. Après, moi j'avais un souci qui peut peut-être expliquer pourquoi on ne mobilise pas forcément ces moyens. Dans un grand rassemblement, on a une structure, donc c'est de la prévention, du prudentiel, on a le temps. On a des réseaux de télécommunications qui sont mis en place. Si je pense par exemple pour le 70e anniversaire du débarquement, qui sont des réseaux institutionnels, du coup, donc c'est Acropole avec Antares. Et Antares, c'est notre système de télécommunication qui va innerver jusqu'aux camions de pompiers et jusqu'au SMUR. Hein. Et vous n'êtes pas prévu pour être dans Antares, à ma connaissance. Parce qu'on a même financé Antares en supprimant le 150 MHz, qui est une bêtise. Mais bon, et vous voyez que là, on va peut-être avoir, c'est mon inquiétude, hein, à titre personnel, dans les années qui viennent, un défaut de maillage, parce que vous ne serez pas dans la portabilité de l'échange d'informations. Un mot sur Antares, ça procède de la même logique que ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que de mon point de vue, et ça c'est les services départementaux d'incendie et de secours qui organisent ça, quand on a un dispositif d'une certaine ampleur, on doit mettre à disposition des terminaux Antares aux acteurs qui sont dans le champ de la sécurité civile. Antares, c'est l'adaptation du réseau numérique de transmission qui initialement a été fait pour la sécurité publique, pour la sécurité civile. Le dénominateur commun d'Antares, c'est que c'est un outil de communication pour tous les acteurs qui concourent à temps plein ou à temps partagé, on va dire, à la sécurité civile. Pourquoi est-ce qu'on met Antares dans les SAMU et dans les SMUR? Parce que les SAMU et les SMUR participent, contribuent
à la mission de sécurité civile. Et c'est en cela qu'ils sont équipés à temps plein, parce que le volume d'activité le justifie, d'Antares. Petite précision, le financement d'Antares n'a pas été la suppression de 150 MHz, mais effectivement, il y a une doctrine qui a consisté à dire maintenant les radiocommunications, c'est Antares. Si vous voulez pérenniser un système, il faut nécessairement contraindre, sinon vous n'avez pas de normes. Pour répondre très précisément, dans un DPS, une association agréée, elle doit avoir Antares. Quand une association agréée fait une garde dans un centre de secours de la brigade, il parle avec quelle radio? Avec Antares? Hein, les gens de Paris, levez la main si j'ai tort. Ils parlent avec Antares? Pareil, c'est la même chose. Il faut être cohérent. Nous sommes les premiers opérateurs et gestionnaires de la sécurité civile, mais nous ne sommes pas les seuls. Les autres opérateurs, ceux qui concourent, et on est toujours dans cette idée du COS, tous les moyens, publics ou privés, qui concourent à la mission, sont placés sous autorité du COS et corrélativement bénéficient, en particulier sur ce point-là, des outils de transmission, et dans l'occurrence d'Antares. Donc, concrètement, on doit vous prêter un poste Antares. Oui, la transmission, on aurait pu en parler aussi. André Rissetto. Oui, l'éternelle question va être de savoir comment l'État veut positionner les associations de sécurité civile. Encore une fois, c'est la vraie question. Nous revendiquons le fait d'être un acteur du secours. On ne va pas se cacher derrière Antares sur un grand rassemblement. Sur un grand rassemblement, il y a forcément un PC commun dans lequel on aura des représentants et pour lequel les associations de sécurité civile auront également un dispositif autonome, parce que c'est aussi ce qu'on leur demande. Donc l'interconnexion, elle va se faire. L'interconnexion est possible, elle se fait, que ce soit par Antares ou que ce soit par d'autres moyens, notamment sur les grands rassemblements. Après, c'est sur la question des petits rassemblements dont on évoquait tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Sur la place, reconnaissons les acteurs de sécurité civile au rôle qui est leur sien. Et je suis complètement d'accord, et les propos de Patrick Ergen me réconfortent. À un moment donné, on a cette place. Alors encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, que les pouvoirs publics assument ce qu'ils nous demandent d'assumer et qu'ils nous donnent les moyens de le faire. On est pris aujourd'hui entre deux feux. À la fois, on fait partie d'un système qui dépend de la direction des opérations de secours, et là, on bute sur un élément qui est uniquement le problème des transports sanitaires, et on se heurte à l'opposition entre la loi de modernisation de sécurité civile et la loi sur l'aide médicale urgente. Oui, je crois qu'effectivement, il y a un problème d'antinomie. Est-ce que, il nous reste 10 petites minutes, tout le monde commence à avoir un peu faim. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Oui. Le micro-baladeur. Qui a pris le micro-baladeur? Rendez le micro-baladeur. Bonjour, donc Donat de la Croix-Rouge. J'avais une question, donc là, à part... Plus près. À part le problème des conventions d'évacuation des victimes, on a quand même un souci sur la normalisation des ambulances au niveau des VPSP qui n'ont pas de reconnaissance finalement au niveau des référentiels et des ARS via les agréments et tout ça. Alors, je ne suis pas un expert de la question, mais c'est vrai que c'est quand même un souci. Alors, est-ce qu'au niveau des ARS ou du CNPC, il y a une réflexion à ce sujet pour qu'on sorte un peu du flou pour sécuriser les pratiques? Effectivement, il y a un problème. On dit VSAV, on dit ambulance, on dit quoi comme véhicule finalement? C'est type C, type quoi? Et donc là, est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, Alain. Oui, au travers du CNPC, les associations ont notamment été reçues par le directeur général de la sécurité civile mercredi dernier. La question a été posée, et que bien évidemment, c'est un des chantiers prioritaires sur lequel effectivement la normalisation des véhicules de premier secours à personne, qui certes aujourd'hui dépendent d'une référence, d'une norme européenne. Et on sait aussi que le ministère de l'Intérieur approche, il y a une discussion, je crois que le ministère de la Santé très prochainement, justement pour faire en sorte que les associations de sécurité civile puissent être reconnues comme effectivement les sapeurs-pompiers sur le champ de l'acheminement des victimes, encore une fois, à partir des DPS. Autre question? Oui, au premier rang. Est-ce que vous pouvez passer le micro au premier rang, je vous prie? Merci. Merci pour vos questions franches dans la salle, c'est bien. Oui, Jean-Pierre Millet, 2F2S 55. Donc nous, parfois, on est confrontés à des soucis liés aux organisateurs qui nous choisissent pour effectuer le DPS.
mais on leur propose une ambulance pour faire les évacuations, mais ils nous disent non, non, finalement, nous, il y a les pompiers, on appellera les pompiers, ça nous coûtera moins cher. Et encore une fois, une association de sécurité civile va contractualiser avec un organisateur. Donc après, c'est une convention entre deux parties. Si l'association de sécurité civile n'est pas satisfaite des termes de la convention, elle ne la signe pas. Après, on ne peut pas en vouloir à un organisateur qui, effectivement, déclenchera les moyens du référentiel sur le dispositif de secours et qui fasse appel à un autre vecteur d'évacuation. Après, là, vraiment, la réflexion, elle doit être sur un problème de fond sur l'organisation des secours. Oui, question, là, une dame. On n'a pas la parité dans les questions, ils s'en foutent beaucoup. C'est une première question féminine depuis ce matin. Bonjour, je fais aussi partie de la FF2S pour rebondir sur ce que dit monsieur. Dans ces cas-là, on sait que certaines interventions sapeurs-pompiers, lorsqu'elles ne relèvent plus du domaine de l'urgence, vont commencer à être taxées justement. Donc il va falloir, sur certaines interventions qui ne restent pas du domaine de l'urgence, mais par exemple l'évacuation d'ascenseurs, etc., il y a un certain tarif pour la personne qui fait appel au sapeur-pompier. Est-ce que dans ces cas-là, le fait que nous, on ait la possibilité d'avoir un véhicule et de pouvoir évacuer la personne, ça peut devenir l'une des raisons de la tarification de l'intervention des sapeurs-pompiers? La loi, elle précise tout à fait ça. La loi, elle donne des missions au service d'incendie et de secours. C'est le code général des collectivités territoriales. Il dit vos missions, c'est ça et ça. Et dans un autre article du même code, mais un article réglementaire, on prévoit que les conseils d'administration des SDIS, alors quand je dis ça, ça veut dire qu'il peut y avoir 100 politiques différentes, mais les conseils d'administration peuvent délibérer pour mettre une tarification pour les missions qui sont hors des missions légales. Et parmi nos missions, outre les luttes contre les sinistres, l'incendie, il y a la prise en charge des victimes d'accidents, sinistres ou de catastrophes, ainsi que leur évacuation. Bref, il n'est pas du tout à l'ordre du jour, et ce n'est pas dans les politiques des SDIS, d'aller, entre guillemets, faire payer des secours d'urgence aux personnes de la même façon que certains peuvent faire pour la destruction de nids des ménoptères ou pour le déblocage d'ascenseurs, très schématiquement. Ce n'est pas dans l'idée, à ma connaissance, c'est dans l'idée d'aucun SDIS. En revanche, il y a autre chose, c'est qu'on peut dire à un requérant, écoutez, je suis désolé, mais ça ne relève pas de ma mission, je vais vous transférer au centre 15, on parlait tout à l'heure du centre 15, c'est ça l'interconnexion qui doit avoir lieu, parce que ce que vous me décrivez, c'est une situation que je comprends très bien, mais je ne crois pas que c'est une action de secours dont vous avez besoin. C'est peut-être juste d'un transport sanitaire, c'est autre chose. Et à ce moment-là, le centre 15, il va essayer de chercher une ressource. Là, en l'occurrence, on est en plein dans le transport sanitaire, et peut-être qu'in fine, s'il n'y a rien, il va demander aux sapeurs-pompiers d'y aller dans un autre cadre. À ce moment-là, c'est la carence. C'est ça qui peut arriver. Mais ce n'est pas dans l'idée qu'on commence à faire payer nos interventions. Qui plus est, techniquement, ce serait infaisable. Parce que le recouvrement de ce type d'émission, c'est très compliqué. Ce serait très, très, très compliqué. Il faudrait qualifier le fait que ce ne soit pas dans nos missions, un. Deuxièmement, recouvrer la somme, il faudrait trouver un débiteur. C'est administrativement infaisable. Et politiquement, ce n'est pas le sens de l'action publique. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, Monsieur Basset. Adhérent FNTS, Thierry Schifano vient de m'appeler, il s'excuse. C'est une de mes casquettes. La problématique, elle est que les secouristes veulent faire des évacuations et il y a une ambiguïté sur la terminologie utilisée, évacuation, transport sanitaire. Et cette ambiguïté, elle est aussi liée au fait que le cadre réglementaire législatif, et Patrick Erdgen, je le remercie tout à l'heure, a cité le Code de la santé publique, et je citerai la définition du transport sanitaire qui date de 84 ou 85, qui a été revue en 95. Cette définition du transport sanitaire est quand même relativement claire. Aujourd'hui, transporter un patient d'un point A à un point B avec les véhicules aux normes, avec le personnel aux normes, à partir du moment où les surprescriptions du médecin régulateur, elles relèvent en effet du transport sanitaire. Me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe, monsieur le représentant de l'ARS. Le cas d'espèce, et c'est là où je rejoins les propos de Patrick, c'est que les missions sont des missions qu'on vous demande de sécurité civile, rattachées à toutes les missions et au commandement que font les pompiers en tant que COS.
Ma question, c'est du coup, les associations de sécurité civile sur le terrain, elles veulent évacuer, elles posent la question au médecin régulateur, et en même temps, elles font des missions qui relèvent plus des pompiers. Quand les pompiers ont besoin d'évacuer, ils appellent le SAMU. Donc, tu vois où je veux en venir, Patrick? On va où là? On est quand même dans le cadre d'un grand rassemblement, là. On parle de ça aujourd'hui. Donc c'est quand même calé en amont, ça. Tout à fait. Il y a un DOS, il y a un COS, il y a un ordre d'opération, avec dedans un ordre d'opération sanitaire qui prévoit qui va faire quoi et quand. Hein. Là, c'est la vie courante, c'est différent. Moi, je parle on est bien dans les grands rassemblements aujourd'hui. Hein. Ouais. Ok. Alors en effet, c'est l'avantage des grands rassemblements, on peut le prévoir et l'anticiper, et on peut l'organiser et mettre les conventions qui vont bien. Alors là, je vais souscrire à ce qui a été dit. Effectivement, ça doit être prévu à l'avance. Au quotidien, les choses sont quand même assez claires. Et heureusement, parce que ça fait quand même une trentaine d'années ça fait plus longtemps que ça se fait, mais c'est une trentaine d'années que ça a été bien posé par la norme juridique. Les sapeurs-pompiers ont une mission qui va jusqu'à l'évacuation de la victime. Ça a été posé comme ça, je suis désolé. Et heureusement, sinon, il faudrait que 3,4 millions de fois par an, on aille solliciter un transporteur. Ce n'est pas l'idée, personne ne le demande. Donc on va jusqu'à évacuer la victime. Notre boulot, c'est d'organiser la mission jusqu'à l'hôpital. Et le boulot du SAMU, et on le fait avec, c'est de nous dire, cette victime-là, au terme du bilan que vous nous avez transmis, premièrement, il n'y a pas besoin de lui apporter un renfort, notamment médical. Deuxièmement, amenez-la ici ou là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui un parcours de soins, parce qu'autrefois on disait l'hôpital le mieux adapté, ça ne change rien. Par parenthèse, 90 fois sur 100, la question se pose à peine, parce que de toute façon, il n'y a pas 50 endroits. Ça reste une opération de secours, elle est articulée avec le SAMU, sur la réponse que doit apporter le SAMU, c'est 1, est-ce que j'ai besoin d'un renfort? 2, quelle destination je propose à la victime? Rappelons-nous le consentement et que la victime a son mot à dire. Mais c'est un autre débat. Alain. Oui, juste un petit complément. Alors, le décret initial, c'était le 30 novembre 87. Mais c'était juste pour dire que l'évacuation qui est effectuée par les équipes associatives, elles sont forcément régulées par le SAMU. Donc on répond bien à cette demande et c'est même la chose que nous imposons. Là où on demande effectivement d'éclaircir la situation, c'est qu'aujourd'hui, les textes réglementaires prévoient que nous puissions signer une convention tripartite entre à la fois les sapeurs-pompiers, à la fois les directeurs d'hôpitaux sièges de SAMU et une association de sécurité civile. Or, et vous l'avez dit justement tout à l'heure, la difficulté, c'est que cette convention tripartite nous ramène au code de santé publique, ce qui est normal, puisque effectivement, dans les articles de 30 à 35 de la loi de sécurité intérieure, on est dans ce domaine-là. C'est là le point à éclaircir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement on a besoin de se servir des associatifs comme vecteur d'évacuation, ayons le courage d'aller jusqu'au bout, d'autant qu'effectivement nous sommes complètement complémentaires, enfin même pas complémentaires, les évacuations concernées de victimes de DPS sur des milieux hospitaliers représentent, mais alors rien du tout par rapport au champ des transports sanitaires. Arrêtons de nous opposer. Nous prétendons effectivement ne pas être des transporteurs sanitaires, mais avoir une place en termes qu'acteurs des secours. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement il conviendrait que la situation des associations soit correctement délimitée. On va conclure là. On voit que ces DPS, on a la chance d'avoir un référentiel. Merci encore Alain d'avoir écrit, travaillé et proposé ce référentiel qui vraiment fait autorité en France. Que ce référentiel, il faut encore l'améliorer dans beaucoup de choses, en particulier pour les petits rassemblements, les grands rassemblements. Que le problème de la médicalisation, ce n'est pas un petit problème et qu'il faut travailler là-dessus aussi pour arriver à une solution. Que pour l'évacuation, il faut encore travailler pour... Bref, nous aurons le temps, je pense, de réexaminer ces questions dans le futur. Merci de votre attention, bon appétit et merci à tous nos intervenants. Voilà. À une autre fois.